Rouge tue le temps. Elle arpente les voiles du passé, femme à la robe de feu et aux mains baignées par le sang de l'ennemi. Ses ongles en lame de rasoir vous entaillent l'échine. Elle vous suit comme une ombre dans les longs couloirs déserts, sans pas aussi régulier qu'un métronome. Inéluctable. Ange noir, elle tue par compassion dans les ruines de métal tordues de Mombasa et de Cleveland. Commandante l'a réprimandée pour s'être exposée dans la boutique de l'apothicaire, mais elle a affirmé qu'elle avait besoin de vérifier, de s'assurer que la menace était neutralisée. Commandante l'avait-elle cru? Peut-être pas. Peut-être que sa survie est une forme de torture. Elle a perdu toute la subtilité dont Bleu lui reprochait de manquer, sa vieille patience combative pour un travail bien fait. Elle abandonne ses outils, se réfugie dans les fondations physiques les plus dégoûtantes. Remporter cette bataille, perdre celle-là, étrangler le vieil homme, maléfique dans la baignoire de son appartement au sommet d'un gratte-ciel, se sentir vide parce que tout est vide. Dans la guerre qu'il mène à travers le temps, quel avantage gagne-t-on en assassinat de fantômes qui, grâce à un léger changement dans les fils, reviendront à la vie ou vivront des existences différentes, dans lesquelles ils ne croiseront jamais la lame du bourreau? Des tâches répétitives, des meurtres, tuer et tuer encore, comme des mauvaises herbes, tous les petits monstres. Aucune mort ne demeure, sauf celle qui compte. Dans cet état, Rouge est inutile à l'effort de guerre. Elle pourrait aussi bien pelleter de la neige. Mais elle est un héros, et les héros peuvent pelleter de la neige, si cela leur chante. Jardin envoie des armes pour la contrer. Elles puent la verdure et jaillissent en hurlant des tresses étrangères, en prenant d'étranges trajectoires pour atteindre la région fantomatique qu'elle arpente. Des partenaires adéquats pour tuer ou mourir. Elle visite l'Europe parce que Bleu s'y plaisait. Elle pense désormais ce nom dans sa tête. Que risque-t-elle? Elle voit Londres grandir et brûler, en amont et en aval. Elle s'assied au sommet de Saint-Paul et boit du thé en regardant des fous lâcher des bombes sur d'autres fous, qui courent sur les toitures en plan pour étendre les feux. Elle participe à des révoltes contre les Romains. Elle allume un grand incendie en pleine épidémie. Dans un autre brin, elle éteint. Elle laisse une foule en colère la mettre en pièces. Elle parcourt les rues où grouille le choléra pendant qu'à l'étage, Blake griffonne ses apocalypses. Dans certains fils, le métro fonctionne toujours, longtemps après que la ville a succombé aux robots, aux émeutes, ou a simplement été abandonnée. Toute cette histoire adorée devenant une coquille vide pour des êtres qui marchent, tels des dieux, vers le ciel, et Rouge monte dans les wagons rouillés et déserts, tourne en rond, sentant une odeur de pourriture qu'elle n'arrive pas à identifier. Lâche les rails l'appelle. Il ne sert plus à grand-chose de lutter. Lâche. Elle a peur de continuer et peur de chercher une fin. Même un immortel ne peut éternellement emprunter la ligne circulaire. Elle erre dans les tunnels suintants où grouillent les rats dotés de conscience. Ils puent et couillent. Leur queue glisse sur la brique et Rouge aimerait qu'ils attaquent. Ils ne sont pas si bêtes, ou alors sont cruels. Elle tombe à genoux et la marée de langueur se referme sur elle. Les moustaches dures frottent contre ses joues. Les queues s'enroulent autour de ses oreilles. Quand la vague se retire, elle est de nouveau en train de pleurer, et elle pense savoir à quoi ressemble la caresse d'une mère, même si elle n'en a jamais eu. Elle se souvient du soleil, elle se souvient du ciel. Rouge ne peut pas rester éternellement sous terre. Elle ne sait pas pourquoi elle a choisi cette station, mais elle quitte les rails et remonte vers la surface. Elle va voir une dernière fois la ville, et puis, même calme, certaine, elle ne peut formuler ce qui suit. Elle s'arrête, la main sur la rampe, assaillie, non pas par le bon vieil esprit français de l'escalier, mais par d'autres, ceux qui chuchotent à votre oreille quand vous montez vers une chambre familière.
vous assurant que si vous frappez, si la porte est ouverte, votre monde va changer. Après un long moment, Rouge se rend compte qu'elle regarde fixement une fresque, une copie de tableau ancien qui fait la publicité d'un musée depuis longtemps, réduit en cendres. La fresque survit ici, dans un métro qui ressemble à un bunker. Un garçon agonise sur un lit, près d'une fenêtre. L'une de ses mains est serrée sur sa poitrine, immobile. L'autre traîne sur le sol. Il est beau et porte un pantalon bleu. Rouge recule en titubant, s'adosse au mur. La fenêtre entr'ouverte. Le manteau en tas à côté du lit. La boîte ouverte. Les hanches à demi relevées. La pose est juste. Dans ses moindres détails, si ce n'est l'absence de lettres et le fait que le garçon de la fresque, sur son lit, ne ressemble pas du tout à Bleu. Pour commencer, ses cheveux sont roux. Sous terre, Rouge est prise de terreur. Elle pense, c'est sûrement un piège. Elle se sent observée par un esprit bien plus subtil et bien plus vaste qu'elle. Mais s'il s'agit d'un piège, pourquoi est-elle toujours en vie? Quel est ce jeu, Saphir? Une si lente victoire, au cœur de glace? Le garçon mort demeure. La perte de certains faussaires de la fin du siècle. Chatterton, ce garçon merveilleux. Et puis, elle comprend. Bleu ne la tuerait pas. Elle le sait, elle a toujours su. Pourquoi alors? Une provocation? Je m'inscrirai dans le monde, afin que tu me voies dans toutes les tresses et pleurs. Et pourtant, Rouge n'a pas compris la référence du tableau, et Commandante ne ferait pas mieux. Pour Commandante, l'art est une curiosité, un détour sur la route des mathématiques pures. Rouge songe à la stéganographie, aux messages cachés, aux cernes des arbres. Je vais tenter de me calmer, de m'ordonner pour rester lisible. Elle se souvient de cette dernière lettre. En cours l'encours, a-t-elle écrit, une main subtile, parfaitement jouée. Se souvient du moment entre le recul et l'impact. Se souvient du fruit de grenadier et à quoi sert ce fruit. Elle se colle dans la gorge, s'éparpille en une certaine graine, et ramène les filles de la terre vers le pays des morts, mais la mort les renvoie. Qu'est-ce que tout cela, à part la rêverie illusoire d'un esprit limite, qui s'accroche à des brins d'herbe face à la mort et au temps? Qu'est-ce que l'amour, déjà, mais j'aimerais pouvoir repartir en amant, a écrit Bleu. Rouge pense. Il reste une chance. Une chance? Un piège plutôt, une tentation, un suicide au visage avenant. Chacune de ces solutions serait plus proche de la vérité. Tout cela en supposant que c'est bien Bleu qui a envoyé ce message, que Rouge ne l'a pas fabriqué, en cherchant désespérément des significations dans des images abîmées, qu'une torsion de la tresse voisine balera à jamais. L'art va et vient dans la guerre. Le tableau sur le mur du métro est peut-être dû au hasard. Elle a peut-être tout inventé. Mais il reste une chance. Le poison de Rouge a été conçu pour tuer un agent de jardin, comme Bleu. Il n'aurait pas eu de prise sur un membre de sa propre faction. Quelqu'un qui aurait ses codes, ses anticorps, sa résistance. Pendant que ces agents poussent, Jardin les abrite dans les crèches, entourés des pièges. Bleu a failli mourir dans la crèche de son enfance, élagué, atterré. Cet épisode a créé un trou dans son esprit, et tous les trous sont des ouvertures. Rouge n'a aucun espoir d'approcher cette crèche telle qu'elle est. Jardin n'admet que les siens. Bleu telle qu'elle est ne peut pas survivre. Rouge telle qu'elle est ne peut pas l'atteindre. Mais elles ont dispersé des bribes d'elles-mêmes dans le temps, de l'encre, de l'ingéniosité, des fragments de peau sur du papier, des grains de pollen, du sang, de l'huile, du duvet, le cœur du noix, des rochers attendant l'avalanche. Pour modifier une plante, il faut commencer par les racines. Le plan qu'elle échafaude comporte d'innombrables façons de mourir, toutes douloureuses. Si Commandante la repère, elle souffrira longtemps,
et mourra lentement en balbutiant des hallucinations. Si ses jardins, elle sera décortiquée, découpée, enfilée et écorchée. Son esprit sera enroulé sur lui-même, ses doigts cassés et tressés. L'autre camp n'a pas plus de compassion que Rouge. Elle va devoir suivre une piste qu'elle et Bleu ont effacée au fur et à mesure, éviter ses adversaires et ses anciens compagnons pour enfin se jeter dans les bras de l'ennemi. Même au sommet de sa forme, elle n'aurait aucune garantie de réussir. La décision cristallise dans son estomac comme un joyau. L'espoir est peut-être une rêve, mais elle va se battre pour le rendre réel. Elle lève la main pour toucher celle du mort sur le mur, puis elle gravit l'escalier et commence sa fouille. Rouge n'est pas stupide. Elle entame son coup de poker par une autochirurgie. Elle s'entaille avec une lame achetée dans la Tolède du XIIIe siècle, détruit les systèmes de pistage les plus évidents. Commandante peut la suivre quand même, tandis qu'elle monte et descend sur la tresse, mais cela prend du temps, et Rouge se déplace rapidement. La première lettre est facile. Évidemment, il ne savait pas encore qu'ils étaient observés. Peu de précautions en étaient prises. Il émerge de l'ombre d'un vaisseau brisé et fixe le ciel de ce monde qu'ils ont détruit et quitté. La lettre est de la cendre. Rouge s'entaille le doigt. Son sang coule dans la poudre grise pour former une pâte, tandis que le monde se fracture. Elle applique des lumières scintillantes et d'étranges sons. Elle plisse le temps. Le tonnerre approche. Le monde se déchire en son centre. La cendre devient une feuille de papier, dont le haut est couvert de lignes manuscrites, tortueuses, tracées à l'encre saphir. Elle la lit, absorbant intimement les premiers mots. C'est ainsi que nous gagnerons. Au milieu d'un hôpital abandonné, Rouge trouve de l'eau dans une machine à IRM et la boit. Dans un gouffre-temple, Rouge range des os qui sont tombés. Au cœur d'un formidable ordinateur, elle regarde à travers les circuits optiques. Dans un dessert glacé, elle enfonce les échardes d'une lettre sous sa peau. Elle les absorbe, s'adapte, trouve toutes les nuances manquantes de bleu. À mesure que le ton provoquant des lettres change, elle doit se montrer plus inventif. Une araignée qui mange une libellule, une ombre qui boit des larmes, absorbe les enzymes lovées à l'intérieur. Elle se regarde pleurer dans un arrêt préhistorique, et, même si elle sait qu'il s'agit d'un piège posé par la jeune Rouge pour l'ombre qui la suit, les larmes piquent, brûlent. Elle ne peut s'empêcher de tendre la main, d'essayer de dire, du bout des doigts, « Je suis là ». Parfois il faut serrer une personne dans ses bras, même si cette étreinte lui fait l'effet d'une strangulation. Elle lutte contre elle-même, parmi les ombres, et elle ressent la douleur quand elle brise sa propre hanche. Elle arpente le labyrinthe du passé en relisant les lettres. Se récrée, elle, et Bleu, qui semble si jeune maintenant, au fond de son cœur. Elle s'accroche au texte comme à un espar en pleine tempête. Rouge, au croc ensanglanté, les orques mongols, les malédictions de l'Atlantide, une fin si aiguë, si vive, qu'elle pourrait vous fendre en deux pour laisser sortir quelque chose de nouveau. Le thé d'églantier, les promesses de livres, d'avoir pu t'apprendre ça, s'occuper l'une de l'autre. Les miettes de pain qu'elle déniche en les cherchant, bleu de vède, tu devras pratiquement endosser sa peau. Combien de temps a-t-elle passé à planifier cela? Depuis combien de temps savais-tu mon humeur, Indigo? Le savait-elle seulement? Les liens sont fragiles, réfutables. Les miettes, ce sont peut-être que des miettes. Rouge les dévore quand même. Elle a décidé de ne laisser aucune place au doute. Rouge est peut-être folle, mais mourir pour la folie, c'est mourir pour quelque chose. Les agents de commandante la flairent, la traquent. Ils la coincent dans un bateau pirate de la flotte de Koxinga qui est en train de couler. Elle les élimine rapidement, chirurgicalement, puis ôte leur bouclier de camouflage et les revêt. Une lettre est plus qu'un texte. Elle lit Bleu entre les lignes,
Des larmes, un souffle, une peau. La plupart de ces traces ont été effacées, mais quelques-unes demeurent. Elle construit un modèle de l'esprit de Bleu à partir des mots qu'elle a laissés. Elle façonne son corps à l'échelle de sa lettre, ou presque. Enfin, Rouge se tient sur la falaise au bout du monde et tend la main, et son cœur se brise quand elle voit pleurer dans le monde d'avant. Elle aimerait pouvoir se prendre dans ses bras, s'écraser en une féroce étreinte. La Rouge brisée serre dans sa main la dernière lettre de Bleu, se jette dans le vide et ne meurt pas. La lettre reste, le cachet, la cire qui contient une goutte de sang. Sur une île désolée, loin en amont, elle pose le cachet sur sa langue, mâche, déglutit et s'écroule. Elle se fond avec Bleu. À partir de sang, de larmes, de peau, d'encre, de mots, elle lutte contre la douleur de ce qui croit en elle. De nouveaux organes se développent à partir de cellules souches autosynthétisées, chassant les anciennes parties d'elle-même. Des vignes vertes s'entortillent autour de son cœur, s'en emparent, elle vomit et sue jusqu'à que le rythme des lianes s'accorde au sien. Une seconde peau pousse sous la sienne, qui se boursoufle, éclate. Elle se descame sur les rochers tel un serpent, puis gît, transformée. Alors, un esprit différent évolue aux lisières du sien. Elle se sent étrangère à elle-même. Elle a passé des milliers d'années à éliminer des corps semblables à celui qu'elle porte. L'écume de la mer transforme le lever du soleil, morne en arc-en-ciel. La mue de rouge n'est pas passée inaperçue. Les fils du temps chantent au rythme des pas agiles de ses sœurs soldates. L'agence a senti sa trahison, le retournement de son héros. Elle n'est plus que de la viande, désormais pour leurs dents. Si leur colère est déjà si féroce, son prochain tour devrait les rendre fous. Elle plonge depuis ce fil, tombe dans l'espace entre les tresses. Le temps y est différent. Elle reste elle-même, mais aussi en écho de son amour, en coup manqué, en pas vraiment. Derrière elle, les chiens aboient, les sœurs de rouge, ses rivales rapides et féroces. Cependant, l'une après l'autre, elles comprennent où elle va et cessent de la poursuivre. La dernière, trop forte et trop entêtée, continue de plus en plus proche, sa main effleurant la cheville de rouge. Mais le mur vert se profile devant elle, la grande frontière où nos futurs deviennent les leurs. Rouge se jette contre ce mur, qui ne voit que la bleue en elle, bouillonne, commence par résister, et elle pense « Ça y est, tentative échouée, c'est terminé ». Mais le mur s'ouvre soudain, et elle le traverse en trébuchant. Puis il se referme rapidement derrière elle. Ses poursuivantes volent en éclats. Rouge tombe, flotte, descendant des fils qu'elle n'a jamais osé toucher en direction du jardin. Elle entre comme une lettre, cachetée de bleu.